Mes parents sont devenus fous quand j'ai acheté une maison pour moi-même, pas pour ma sœur. Je ne savais pas pourquoi il avait réagi comme ça, jusqu'à ce que ce qu'ils ont fait ensuite ne stupéfie tout le monde. Mes parents ont pété les plombs quand je me suis acheté une maison. Puis ils ont falsifié des papiers pour la donner à ma sœur, jusqu'à ce qu'un seul de mes gestes les laisse terrifiés. Je suis marié, et oui, cette histoire commence avec une maison. Ma maison, pour laquelle j'ai économisé pendant des années, achetée par mes propres moyens. Mais quand mes parents ont découvert que je ne l'avais pas achetée pour ma sœur, ils ont perdu la tête. La suite ? De faux documents. Une arnaque sur l'Etchi. Ma nièce abandonnée sur mon porche comme une sorte de rançon émotionnelle. Ils ont même visité la maison dans mon dos avant que je ne la voie moi-même. Tout ça parce que j'ai dit non. Mais le pire, c'est que ce n'était pas soudain. C'était planifié. Comment se défendre quand votre propre famille réécrit la vérité ? Continuez à lire. Je vais vous montrer. Au moment où j'ai signé les papiers, je pensais ne ressentir que de la fierté. J'étais debout dans la cuisine de ma nouvelle maison, seul, entouré d'espaces vides et de l'odeur de peinture fraîche. Les clés semblaient plus lourdes que je ne l'imaginais. Pas physiquement, mais quelque chose dans ce poids dans ma paume me disait que ce ne serait pas juste une étape importante. Ce serait une ligne rouge à ne pas franchir. Je n'avais rien dit à personne jusqu'à ce que ce soit fait. Après tous les sacrifices, les vacances sautées, la conduite de la même vieille camionnette pendant des années, la réparation de voitures avec les articulations éraflées et les coudes couverts de cambouis, c'était à moi. Chaque carreau, chaque mur, chaque fichu grincement du plancher avait été payé avec des heures supplémentaires et des jointures écorchées. Alors, j'ai posté une photo, une seule. Une légende simple, enfin à la maison. En moins de 10 minutes, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Des notifications, des appels, dont un de maman. Au début, j'ai pensé qu'elle me ferait peut-être une surprise. Que peut-être, juste pour cette fois, elle dirait « Je suis fier de toi ». Au lieu de ça, sa voix m'est tombée sur l'estomac comme une pierre. « Tu as acheté une maison sans même penser à ta sœur ?» a-t-elle demandé, sautant le bonjour, les félicitations, tout ce qui est humain. J'ai cligné des yeux, marchant de la cuisine au petit salon ensoleillé, le téléphone collé à l'oreille. Pardon. Quoi ? Tu sais bien que Nadine a des difficultés. Les loyers sont exorbitants de nos jours. Et toi, tu vas verser un acompte comme si de rien n'était. Comment crois-tu qu'elle se sente ? Je n'ai rien dit. Mon esprit essayait encore de se recalibrer. Était-elle sérieuse ? Tu aurais au moins pu penser à partager, a-t-elle poursuivi. 3 chambres ? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet espace ? Tu n'as même pas de famille. Et voilà. Le coup de poignard, net et rapide. Tu n'as même pas de famille. J'aurais pu lui rappeler que je l'aidais, elle et papa, à payer les factures depuis mes 20 ans. Que j'avais payé le crédit de la voiture de Nadine 2 fois sans me plaindre. Que j'avais travaillé avec une pneumonie un hiver pour que le garage continue de tourner. Mais rien de tout cela ne semblait jamais compter. Je n'étais pas l'enfant prodige. J'étais la personne fiable, le plan de secours, celle qui gérait les choses pendant que Nadine partait à la dérive. Comme je ne répondais pas, elle a renchéri. Écoute, chérie, personne ne dit que tu ne peux pas avoir ton propre espace, mais tu sais que ta sœur a besoin de stabilité. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce qu'elle trouve son propre logement en ce moment, n'est-ce pas ? Elle a 34 ans, ai-je dit, ma voix enfin plate. Elle traverse une mauvaise passe. Elle traverse toujours une mauvaise passe. Le silence sur la ligne s'est étiré, puis s'est brisé. Tu ne le penses pas, a-t-elle dit sèchement. Si, ai-je répondu. Je le pensais il y a 5 ans, et je le pense maintenant. Tu as changé, Marion. Avant, tu te souciais des autres. J'ai regardé autour de moi dans le salon. La lumière entrait à flot par la grande baille vitrée. Je voyais un avenir ici. Des matins tranquilles, des repas cuisinés sans chaos, le calme rare de finalement me choisir. Je me soucie toujours des autres, ai-je dit plus doucement. Juste pas de la manière que tu attends. Elle a ricané. Cette famille s'est pliée en 4 pour toi. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je me souviens avoir fait des doubles journées pendant que Nadine voyageait en sac à dos à travers l'Europe. Je me souviens avoir mangé des pâtes pendant qu'elle s'achetait de nouvelles tenues à chaque saison. Son souffle s'est coupé. Ce n'est pas juste.
Ce qui n'est pas juste, c'est d'agir comme si cette maison appartenait à quelqu'un d'autre que moi. Un autre silence, plus long cette fois, puis un clic. Appel terminé. Je n'ai même pas regardé l'écran. Je suis juste resté là, à regarder par la fenêtre comme si les arbres dehors pouvaient offrir des réponses. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sur un matelas bon marché posé directement sur le sol. Pas encore de cadre de lit. J'ai fait défiler message après message. Papa n'avait pas envoyé de message, mais je pouvais voir qu'il avait tout lu. Nadine n'avait pas dit un mot, ce qui, dans son cas, signifiait que quelque chose se préparait. Le silence n'était jamais le silence avec elle. C'était le calme avant la tempête. Je me suis levé et j'ai erré pieds nus dans la maison, des cartons encore empilés le long des murs. Le frigo était vide, à l'exception de bouteilles d'eau et d'un pack de 6 bières que je ne me souvenais pas avoir acheté. Je me suis retrouvé dans la cuisine, au même endroit où j'avais commencé la journée, à ne rien regarder. 20 ans de labeur juste pour m'entendre dire que j'étais égoïste. En grandissant, Nadine avait les nouveaux vêtements, le nouveau téléphone, les colonies de vacances. J'avais les vêtements de seconde main, les leçons de vie et les sermons sur la responsabilité. Quand elle a abandonné la fac, maman a pleuré. Quand j'ai obtenu mon diplôme tout en ayant 2 emplois à temps partiel, ils ont envoyé une carte. Pas d'argent, juste une carte. Et maintenant, me voilà, enfin en train de me tailler une place juste pour moi, et ce n'était toujours pas permis. J'ai essayé de dormir, mais mon esprit ne voulait pas se taire. Leur voix tournait en boucle. Elle a besoin d'aide. Avant, tu te souciais des autres. 3 chambres pour quoi faire? J'ai serré la mâchoire si fort que ça faisait mal, j'ai jeté la couverture et j'ai arpenté le couloir. Le silence de cette maison aurait dû être paisible, mais il ne l'était pas. Il était lourd, comme si je marchais dans un champ de mine déguisé en parquet. Je n'ai répondu à aucun autre message. Je n'ai pas décroché quand le téléphone a de nouveau sonné. Je me suis simplement rassise sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard et la clé toujours à la main. Pour la première fois depuis la signature, j'ai réalisé quelque chose. Cette maison était peut-être à moi sur le papier, mais la bataille pour elle ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai dû somnoler 1 minute ou 2, mais le soleil commençait déjà à poindre quand je me suis finalement levé et que j'ai étiré les nœuds dans ma colonne vertébrale. Mon téléphone avait vibré au moins 12 de fois pendant que j'étais recroquevillé sur le sol de la cuisine. L'écran brillait de messages non lus. Je me suis dit de ne pas vérifier. Puis, stupidement, je l'ai fait. Le premier venait de tante Claudine. Tellement fier de toi que tu fasses ce qu'il faut pour Nadine. Elle mérite vraiment ce répit. J'ai fixé le message sans ciller. Quel répit? Quelle bonne chose? Je n'avais rien dit à Claudine. Je n'avais parlé à personne de l'achat de la maison, à part cette unique photo. Et pourtant, la voilà qui offrait ses félicitations, non pas à moi, mais à Nadine. Les quelques textos suivants étaient des variations sur le même thème. Un cousin demandant quand Nadine emménageait. Une parente éloignée de Marseille me qualifiant de généreuse pour avoir pensé à ma sœur. La goutte d'eau a été le message d'une femme à qui je n'avais pas parlé depuis mes 14 ans. Ta maman a élevé une fille formidable. La famille passe toujours en premier. Nadine a de la chance de t'avoir. J'ai posé le téléphone comme s'il venait de me mordre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue tranquille. Dehors, tout était calme, les arbres se remettant de la brise de la nuit dernière. Mais dans ma poitrine, quelque chose se dénouait rapidement. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était une histoire inventée, diffusée et apparemment crue, et elle ne venait pas de moi. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. J'aurais dû le laisser aller sur la messagerie vocale, mais je ne l'ai pas fait. Bonjour, c'était la voix de mon père. Mesuré, calme, calculé. Savais-tu que maman a dit aux gens que j'avais acheté cette maison pour Nadine? Une pause, juste assez longue pour qu'ils réfléchissent. Les gens parlent, Marion. Elle a peut-être mentionné quelque chose, mais elle ne voulait pas faire de mal. Elle a dit à tante Claudine que je lui en faisais cadeau. Eh bien, si c'est ce qui finit par arriver, où est le problème? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ça n'arrivera pas, ai-je dit, lentement et sèchement. J'ai acheté cette maison pour moi avec mon argent. Mon nom est sur tous les documents. Il n'y a pas de cadeau qui tienne.
Tu n'en serais pas arrivé là si nous n'étions pas intervenus quand tu en avais besoin. Et voilà. Je vous ai remboursé cette formation 5 fois. Il ne l'a pas nié, il a juste changé de sujet. Tu penses qu'on voulait t'aider seulement pour être mis de côté plus tard? On a investi en toi parce qu'on croyait en toi. Et maintenant, ta sœur a besoin que quelqu'un croie en elle. Ce n'est pas un investissement, papa. C'est une transaction. Et je ne dois une maison à personne. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble, ma chérie. La famille, ce n'est pas une question de dette ou de créance. C'est être là quand ça compte. Tu veux dire quand c'est pratique pour tout le monde? Sa voix a baissé un peu, prenant ce ton bas et déçu qu'il utilisait quand je ne rangeais pas ma chambre quand j'étais enfant. Tu vaux mieux que ça. J'ai raccroché. Pas violemment, pas en claquant le téléphone de rage, juste en appuyant sur le cercle rouge comme pour arrêter un film que je n'aimais pas. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et j'ai arpenté le salon. Ma tête tournait, mais une partie de moi, une toute petite partie, se mettait en place comme une pièce de puzzle. Il ne s'agissait pas de justice ou de malentendu. Il ne s'agissait pas d'une maison, d'un loyer ou d'un soutien. C'était une pièce bien répétée, et j'étais entré en scène au bon moment. Maman a tissé l'histoire. Papa a appliqué la pression et le cœur de la famille élargie a repris le refrain. Gentille fille, Marion, fais ce qu'il faut. Il prenait la décision pour moi publiquement avant même que je sache qu'il y avait une décision à prendre. Debout là, j'ai repensé au passé, bien sûr. À ma seconde au lycée. Nadine avait des leçons de piano d'un tuteur privé venu de Lyon. J'ai eu un abonnement de bus et un sermon sur l'autonomie. À l'université. J'ai vécu de sandwich bas de gamme en travaillant dans un garage. Nadine a passé un semestre à Paris, puis a abandonné à 2 crédits de son diplôme. Et maintenant, elle avait encore besoin d'aide. Je me suis souvenu du bal de fin d'année. Je n'y suis pas allé. Je travaillais à la caisse d'une station-service pendant que mes camarades de classe dansaient. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission à la fac, je changeais des plaquettes de frein sous une Renault Clio. Je ne me suis pas plainte, pas une seule fois. Mais ils m'ont toujours dit que j'étais forte, tandis que Nadine était sensible, vulnérable, qu'elle traversait une phase. À l'époque, je pensais être la chanceuse. Je me disais qu'être la fille sur qui on peut compter signifiait qu'il me faisait plus confiance. Maintenant, debout dans le salon d'une maison que j'avais achetée et que j'étais apparemment sur le point de donner, je voyais les choses différemment. Je n'étais pas la chanceuse. J'étais la solution de repli, le filet de sécurité, celle qui devait plier quand les choses se corsaient. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, cette fois de l'oncle Rémi. Tu fais ce qu'il faut, ma grande. Ta sœur en a vraiment besoin. Je me suis assise, laissant les coussins du canapé absorber le poids que je ne savais pas que je portais. Ils y croyaient déjà. C'était déjà fait dans leur esprit. Je n'avais accepté rien du tout, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais déjà la méchante si je n'allais pas jusqu'au bout. Je me suis levé, j'ai marché vers l'arrière de la maison et je suis sorti sur la terrasse. L'air du début du printemps avait encore une morsure, et l'herbe était humide de la rosée du matin. Je suis resté là un moment, juste à respirer. Pas de plan, pas d'argument, juste le souffle. Et puis ça a fait tilt. Il comptait sur mon silence, sur le fait que j'absorberais la culpabilité, que j'acquiescerais, que je leur remettrais les clés comme une bonne fille. Mais je n'étais plus le plan de secours. J'ai passé les 2 jours suivants à déplacer des cartons, à monter des étagères et à récurer chaque centimètre de la cuisine. Non pas parce que c'était sale, mais parce que j'avais besoin de me distraire. Le silence était troublant. Plus de textos, plus d'appels, plus de « je prends juste des nouvelles » bouts de monologues dégoulinant de culpabilité. Et c'est ce qui m'effrayait. Le calme n'était pas naturel. Il était répété, comme si tout le monde avait mis le spectacle en pause, attendant que je revienne en rampant au scénario qu'ils avaient écrit pour moi. J'étais censé craquer. J'étais censé céder sous la pression. Et pourtant, j'étais là, à faire du café, à installer des tringles à rideaux, à décider si j'aimais la couleur du couloir ou s'il avait besoin d'une 2e couche. Je me suis dit qu'il l'avait peut-être enfin accepté. Que peut-être le silence signifiait qu'il comprenait que ce n'était pas une phase ou un coup d'éclat. Que peut-être, juste peut-être, il reculait. Mais ensuite, à 23h37 un jeudi soir, mon téléphone s'est allumé avec un message de Nadine. Je n'en peux plus.
Peut-être que c'est mieux si je disparais. Juste disparais. J'ai fixé les mots. Pas de suite, pas d'explication, juste ces quelques mots qui vous transpercent l'âme. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Mon pouce planait sur l'écran, ne sachant que faire. Allait-elle bien? Était-ce un véritable appel à l'aide, ou une autre performance? Je savais à quel point elle pouvait être manipulatrice. J'avais vécu avec ça. J'avais nettoyé ses dégâts. J'avais porté le chapeau pour des choses qu'elle avait faites sans hésiter. Mais ça, c'était différent. Ou du moins, ça en avait l'air. J'ai arpenté le salon pieds nus, une main dans les cheveux, l'autre tenant toujours le téléphone. Le message me brûlait le cerveau. Je ne pouvais pas l'ignorer, mais je ne pouvais pas non plus y croire. C'est ce qui le rendait si dangereux. J'étais à mi-chemin de la rédaction d'une réponse quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Failli. Allô, Marion. C'est Jessica. Je suis une amie de Nadine. Sa voix s'est brisée à mi-phrase. Elle ne répond à personne. Elle a quitté son appartement il y a 1 heure. Elle pleurait. Elle a dit quelque chose à propos de la rivière. Et je ne sais pas si elle bluffe ou si elle est sérieuse, mais je panique. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Jessica m'appelait moi. Pas la police, pas sa mère. Moi. J'ai appuyé plus fort le téléphone contre mon oreille. Où a-t-elle dit qu'elle allait? Elle n'a pas dit. Elle a juste dit, peut-être que Marion s'en souciera quand je serai parti. C'est la dernière chose qu'elle a dite. Puis elle a éteint son téléphone. J'ai ouvert la bouche mais je n'ai rien dit. Elle a mentionné la rivière, Marion, a répété Jessica, la voix tremblante. Elle a déjà fait des trucs comme ça avant, mais jamais aussi grave. Fait des trucs comme ça avant. Oui, elle l'avait fait. Quand j'avais 17 ans, Nadine a simulé une crise de panique devant nos parents parce qu'elle s'était fait prendre en train de sortir en douce avec un petit ami. J'ai couvert pour elle, j'ai menti à nos parents, j'ai dit que c'était moi qui l'avais laissé entrer. Elle leur a dit qu'elle avait trop peur pour parler et m'a laissé prendre la punition. Une autre fois, elle a volé 200 € dans le sac de notre mère et a caché l'enveloppe vide dans mon tiroir. Je ne savais même pas qu'elle était là jusqu'à ce que maman la trouve et explose. C'est le jour où j'ai arrêté de demander de l'argent de poche. J'ai secoué ces souvenirs de ma tête comme de la poussière sur un vieux manteau. Ce n'était pas juste de la nostalgie. C'était un schéma. Je vais vérifier dans le coin, ai-je dit à Jessica, en gardant ma voix calme. Mais si tu es vraiment inquiète, tu dois appeler la police. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je pensais juste que peut-être elle t'écouterait. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là, le téléphone lourd dans ma main. Je ne voulais pas être à nouveau responsable de sa vie. Je ne voulais pas retourner dans le feu qu'elle allumait à chaque fois qu'elle voulait de l'attention. Mais si quelque chose arrivait vraiment, si je n'agissais pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté les registres d'admission des urgences locales, une chose que j'avais appris à faire après des années à gérer ces drames. Rien sous son nom. Pas de personne non identifiée correspondant à sa description. Aucun rapport de quelqu'un tiré de la rivière. Pour l'instant, rien. Pourtant, je n'allais pas être prise au dépourvu. J'ai vérifié que mes caméras extérieures étaient armées et enregistraient. J'ai griffonné une note datée dans un journal que je gardais caché dans le tiroir de ma chambre, au cas où cela deviendrait un jour une affaire juridique. Si quelqu'un venait frapper à ma porte, j'aurais mes dossiers. J'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable quand une autre notification est apparue. Nadine avait envoyé une vidéo, une seule. La miniature montrait son visage rouge et bouffi. Elle avait l'air d'avoir pleuré, bien que cela puisse être du maquillage. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur l'objectif comme si c'était une bouée de sauvetage ou un piège. J'ai finalement appuyé sur play. Au moment où la vidéo s'est chargée, sa voix a rempli ma cuisine, mince, craquante, comme une assiette en porcelaine sur le point de se briser. Je ne sais pas combien de temps je peux encore prétendre que je vais bien, a dit Nadine, regardant directement la caméra comme si c'était son seul ami sur Terre. Son mascara était bavé, lui donnant ce look tragique parfait. Marion avait promis qu'elle m'aiderait. Elle m'a dit que cette maison était pour nous deux. Et maintenant, elle m'a juste exclu de sa vie. J'ai mis sur pause. Je n'ai jamais dit ça.
Jamais. J'ai rembobiné de 10 secondes, j'ai réécouté. Mot pour mot, le même mensonge formulé pour ressembler à une trahison aux proportions bibliques. Elle donnait l'impression que je l'avais jetée à la rue et claqué la porte derrière elle. Et juste sous la vidéo, comme la cerise sur le gâteau de la manipulation, il y avait un lien Letchi. Aidez-moi à reconstruire ma vie après avoir été abandonnée par ma sœur. Quelques lignes plus bas, femme seule luttant contre un traumatisme, trahie par sa famille, sans abri, sans sécurité, essayant juste de survivre. Elle s'est même qualifiée de mère célibataire, ce qui, à ma connaissance, était nouveau. Soit elle avait adopté quelqu'un au cours des dernières 48 heures, soit elle incluait maintenant son chien de refuge comme personne à charge. J'ai fermé l'ordinateur portable, mais c'était trop tard. Mon téléphone bourdonnait déjà. Commentaires, messages privés, identification, tout remontait à la surface comme de l'huile dans une poêle oubliée. Monstre. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Certaines personnes ne méritent pas de famille. Ils ne demandaient pas de contexte. Ils ne vérifiaient pas les faits. Ils choisissaient simplement leur camp. Et j'avais déjà été choisi pour le rôle de la méchante. Mes notifications continuaient d'affluer. Chacune comme une gifle. J'ai fait défiler et j'ai vu quelqu'un du lycée, Mélissa Dubois. Commentaire, le karma arrive vite. J'ai toujours su que Marion avait un côté méchant. Je n'avais pas parlé à Mélissa depuis le bal de fin d'année du lycée et soudain, elle avait une place au premier rang de mon désastre personnel. J'avais envie de crier ou peut-être de disparaître, mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, je me suis habillé et je suis allé au garage. Mon atelier avait toujours été mon refuge. Juste du métal, de la graisse et des outils qui ne mentent pas. Je me suis garé à l'arrière, je suis entré par l'entrée de service et j'ai été accueilli par le bourdonnement chaleureux des néons et l'odeur d'huile fraîche. Il était tôt, et seul Vincent était là, en train d'essuyer le comptoir d'accueil. Il m'a fait un signe de tête. Sans mots, il savait. « Tu l'as vu ?» ai-je demandé. Il a de nouveau hoché la tête. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. J'ai forcé un demi-sourire et je suis entré dans la salle de pause, posant mes clés sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. J'ai allumé la cafetière comme si ça allait arranger quoi que ce soit. 10 minutes plus tard, une cliente est entrée. Une femme d'âge moyen, peut-être 55 ans, pull gris, visage agréable. Elle avait besoin de faire vérifier son alternateur. Assez simple. Mais alors que je lui tendais le presse-papier, elle m'a regardé en hésitant. Je ne veux pas être indiscrète, mais sa voix s'est éteinte. Elle a tapoté ses doigts sur le comptoir. Est-ce que c'est vrai ce que votre sœur a posté? Je l'ai dévisagé. Quelle partie? Le Letchi. Les gens le partagent partout sur Facebook, disant que vous l'avez laissé sans nulle part où aller. J'ai pris une lente inspiration. Elle n'a jamais vécu avec moi. Cette maison ne lui a jamais été promise. Je ne l'ai pas vue en personne depuis des semaines. La femme m'a donné ce sourire poli mais distant, celui qu'on utilise quand on ne croit pas quelqu'un mais qu'on ne veut pas le dire à voix haute. Eh bien, les gens parlent. C'est sûr. Après son départ, Vincent m'a suivi dans le bureau et a fermé la porte. Tu ne peux pas rester silencieuse, patronne, a-t-il dit, les bras croisés. Tu penses que le silence est noble, mais tout ce qu'il fait, c'est lui permettre de réécrire toute l'histoire. Il n'avait pas tort, mais je n'allais pas non plus poster une tirade en colère ou étaler le linge sale de la famille pour que des inconnus en débattent. Ce n'était pas moi. Pourtant, ne rien faire ne me semblait pas juste non plus. À midi, j'avais parcouru chaque commentaire, chaque message. Même un gars avec qui j'étais sorti brièvement il y a 5 ans avait quelque chose à dire. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Vraiment déçu. J'ai rédigé une publication 3 fois et l'ai supprimée 3 fois. Rien ne semblait être la bonne chose à faire. Quand le garage a finalement fermé, je me suis assise dans ma camionnette, moteur éteint, à regarder mon téléphone. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais même pas, je traitais juste l'information. Puis il a de nouveau vibré. Un nouveau message. Cette fois, pas d'un inconnu. C'était de ma mère. Nous ne voulions pas que ça se passe comme ça, mais tu ne nous as pas laissé le choix. J'ai regardé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mes yeux étaient ouverts,
fixés sur le plafond comme s'ils pouvaient offrir des réponses. Mon téléphone a de nouveau vibré vers 6h30, mais je n'ai même pas regardé. Je n'étais pas d'humeur à ce qu'un autre inconnu me traite de sans-cœur, d'égoïste ou de froide. Je suis finalement sorti du lit et j'ai traîné les pieds jusqu'au salon, toujours dans le vieux sweat à capuche que j'avais porté au garage. Le soleil avait à peine pointé le bout de son nez au-dessus des toits, jetant de longues ombres sur mon parquet. J'ai fait du café que je ne voulais pas vraiment, des toasts que j'ai à peine mangés. Quand j'ai entendu frapper à la porte, j'ai pensé, à moitié espéré, que c'était Vincent. Ce n'était pas lui. C'était le facteur. Il m'a tendu une enveloppe Kraft, épaisse et scellée. Recommandé, a-t-il dit. Il faut une signature. J'ai griffonné mon nom avec des doigts tremblants, j'ai fermé la porte et j'ai regardé l'enveloppe comme si elle allait exploser. Elle venait d'un cabinet d'avocat. Mes mains sont devenues froides. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé une brique. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis parti. Je l'ai laissée là pendant 3 heures pendant que j'essayais de vaquer à mes occupations comme si elles n'existaient pas. J'ai plié le linge, nettoyé la salle de bain, répondu à quelques emails de clients. Pendant tout ce temps, l'enveloppe était là, comme une bombe à retardement. Finalement, vers midi, je me suis assise, je l'ai ouverte et j'ai sorti les papiers. Mise en demeure. Accusation de rétention de biens familiaux. Plainte pour détresse émotionnelle. Demande de résoudre l'affaire en privé ou de me préparer à un litige formel. J'ai ri. Une seule expiration brusque qui ne ressemblait en rien à de l'amusement. Biens familiaux. Depuis quand quelque chose pour lequel j'ai payé, sué, saigné, était-il considéré comme partagé? Il n'avait pas contribué d'un centime. Pas un seul. Mais les voilà, agissant comme si mon indépendance était un vol. Et le clou du spectacle, la lettre faisait référence à des assurances verbales antérieures selon lesquelles j'avais l'intention de donner la maison à Nadine. C'était leur angle d'attaque. Pas la logique, pas l'équité, juste une promesse inventée et un chantage affectif déguisé en papier à en-tête juridique. Je ne savais pas si j'étais plus insulté ou impressionné. Peu de temps après, le téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'aurais dû le laisser aller sur la messagerie vocale, mais j'ai décroché. Marion, a demandé la voix. Ici le père Martin de la paroisse Saint-Michel. J'ai cligné des yeux. Cette église n'avait pas traversé mon esprit depuis plus d'une décennie. Votre mère nous a contactés, a-t-il poursuivi. Elle est inquiète. Elle a dit que vous traversiez une épreuve. Que nous devrions prier pour vous. Je me suis appuyé sur le comptoir, les doigts agrippant le bord. A-t-elle précisé quelle épreuve je traverse exactement? Un temps de silence. Puis, elle a dit que vous aviez perdu votre chemin, perdu mon chemin. C'est comme ça qu'ils appelaient ça maintenant. Me défendre était une rébellion spirituelle. Refuser d'être manipulé était une crise morale. J'apprécie vos prières, mon père, ai-je dit, la voix glaciale. Mais peut-être que la prochaine fois, vous devriez entendre les deux versions avant d'allumer un cierge. J'ai raccroché sans un mot de plus. C'est là que j'ai compris. Il ne s'en prenait pas seulement à mon nom. Il s'en prenait à ma réputation. La menace juridique n'était qu'une partie. La campagne de diffamation sur Facebook, les histoires larmoyantes aux amis communs, les appels à des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout était coordonné. Il voulait me briser sous tous les angles, me rendre si honteuse, si isolée que je finirais par céder par pur épuisement. Mais je n'avais plus 17 ans. Je n'étais plus cette fille debout dans le couloir pendant que ma mère criait à propos d'argent manquant que je n'avais pas pris. Je n'allais pas pleurer et avouer des crimes que je n'avais pas commis. Cet après-midi-là au garage, j'ai pris Vincent à part. Regarde ça, ai-je dit, en lui montrant la lettre. Il l'a lu, fronçant les sourcils de plus en plus à chaque ligne. C'est n'importe quoi, a-t-il finalement dit. Rien là-dedans n'est exécutoire. Ils essaient juste de te faire peur. J'ai hoché la tête. Quand même, je vais prendre un vrai avocat. Il m'a fait un signe de tête rapide, puis s'est penché vers moi. Et peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de jouer en défense. Il avait encore raison. J'ai passé l'appel avant même de quitter le travail. Une de mes clientes avait un jour mentionné que sa belle-sœur était une bête en droit de la famille. Tenace, discrète, ne scie pas même quand les choses deviennent moches. Elle s'appelait Delphine Solène. J'ai laissé un message.
Elle m'a rappelé dans l'heure. Nous avons parlé pendant 10 minutes. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas halté. Elle ne m'a pas plainte. Elle a juste posé des questions, pris des notes et dit qu'elle examinerait les documents. Avant de raccrocher, elle a dit, s'il continue à insister, nous contre-attaquerons. Ne supprimez rien. Faites des captures d'écran de tout. J'ai eu l'impression d'enfin respirer après des jours de noyade. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de ma maison avec un verre de rosé, regardant le vent faire vibrer la clôture. Je ne me sentais plus comme une victime. Pas exactement. Je me sentais affûté. Les lumières de la maison étaient éteintes, mais je ne voulais pas les allumer. J'aimais l'obscurité maintenant. Elle rendait tout le reste plus facile à voir. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Celui-ci était de ma mère. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nadine est fragile. Tu le sais. Nous avons tout essayé. C'était la seule solution qui restait. J'ai regardé le message, je l'ai relu, puis j'ai composé son numéro. Elle a décroché à la première sonnerie. Maman, si tu penses que ça va me briser, ai-je dit, calme comme la pierre, tu ne me connais pas du tout. Elle n'a rien dit. Voici comment ça va se passer, ai-je continué. S'il y a un autre coup monté de cette maison, un autre mensonge, une autre menace, je rendrai tout public. Capture d'écran, message, historique. Je réduirai l'illusion en cendres. Tu n'oserais pas si, j'oserais et je le ferai. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je ne me sentais pas puissante. Je ne me sentais pas victorieuse, mais je me sentais propre, comme si j'avais enfin cessé de porter leur culpabilité comme si c'était la mienne. Juste avant de me coucher, Delphine m'a envoyé un texto. Nous devons parler. Les papiers n'ont pas été déposés directement par vos parents. La plaignante est listée comme étant Nadine Faye. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. Ce n'était pas eux, c'était elle. La lumière du matin peinait à traverser les stores quand je suis arrivé sur le parking du café où Delphine avait organisé la réunion. Je n'ai pas pris la peine de commander quoi que ce soit. Je n'avais pas faim et je n'étais pas venu pour bavarder. Elle a fait glisser le dossier sur la table, ses doigts l'effleurant avec finalité. Ils n'ont pas de dossier, a-t-elle dit. J'ai examiné la plainte ligne par ligne. C'est de la manipulation émotionnelle, pas un fondement juridique. J'ai quand même parcouru le contenu. Détresse émotionnelle, rétention de biens familiaux, tout écrit comme si la maison pour laquelle j'avais travaillé avait été d'une manière ou d'une autre promise à quelqu'un d'autre par droit de naissance. Je peux émettre une réponse formelle, a-t-elle dit. Mais honnêtement, il bluffe, et mal. J'ai laissé échapper un lent soupir. Bien, mais je veux quand même le documenter. Si ça dégénère, je veux m'assurer de ne pas être en train de rattraper mon retard. Delphine a hoché la tête. Bonne décision. Après nous être séparés, j'ai conduit directement au garage. Il était tard dans la matinée maintenant et Vincent était déjà plongé jusqu'au coude dans une transmission. L'endroit sentait l'huile de moteur et l'acier. Familier, rassurant. Je n'avais même pas mis un pied dans le bureau quand j'ai entendu frapper. Fort, irrégulier. Je me suis retourné et elle était là, Nadine, les cheveux en désordre comme si elle venait de sortir du lit, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et serrant un sac de sport comme si c'était une bouée de sauvetage. Mon souffle s'est coupé, non pas de panique, mais d'incrédulité pure. Juste quelques nuits, a-t-elle dit assez fort pour que les deux clients dans la salle d'attente l'entendent. Le temps que je trouve une solution. Les têtes se sont tournées. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas l'endroit, Nadine. Sa lèvre inférieure a tremblé. Où suis-je censé aller? Tu as un appartement. Elle a reniflé. Plus maintenant. On peut parler en privé? Vincent, que Dieu le bénisse, s'est interposé entre nous. Et, a-t-il dit doucement. Pourquoi tu n'irais pas faire un tour du pâté de maison pendant que Marion finit son travail ici? Nadine l'a regardé comme s'il l'avait insulté, mais Vincent n'a pas bougé. Il n'était pas agressif, juste ferme. Elle s'est retournée vers moi. J'ai juste besoin d'aide. Ce n'est pas à ça que sert la famille? La famille, ai-je dit d'un ton égal, n'embusque pas les gens à leur travail. Elle a ricané mais a reculé. Et Vincent l'a suivie pour s'assurer qu'elle quittait les lieux. Je me suis assise derrière mon bureau.
Le pouls toujours stable. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était une performance. Un appel public destiné à me faire paraître sans cœur si je refusais. Un coup classique de Nadine. Échanger la honte privée contre la sympathie publique. La journée est passée dans un flou. Je me suis enterré dans les diagnostics de moteur et les factures. Tout pour bloquer le chaos. Le soir venu, j'ai pris des plats à emporter et je suis rentré chez moi, prête pour le silence. Ce que j'ai eu à la place était une scène de film. Sur mon Porsche se trouvait une poussette, une valise, et Léo, son bambin, endormi dans un siège auto emmitouflé dans des couvertures. Une note était collée sur la poignée. Je compte sur toi pour faire ce qu'il faut. Ma poitrine s'est serrée, non pas de panique, mais de rage. J'ai soulevé doucement Léo et je l'ai fait entrer, le plaçant sur le canapé et verrouillant la porte. Puis je suis ressorti et j'ai fixé la valise comme si elle était radioactive. Elle l'avait laissée ici sans appeler, sans prévenir. Juste déposée à ma porte comme un chat errant. Même pas un texto. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin d'aide. C'était une prise d'otage. J'ai vérifié le flux de ma caméra de sécurité pour confirmer ce que je savais déjà. Elle s'était garée au bout de la rue, s'était approchée rapidement, puis était repartie sans se retourner. Personne ne m'impose la maternité. Pas comme ça. J'ai éteint la lumière du Porsche, j'ai fermé les rideaux et j'ai pris mon téléphone. La police n'allait pas être appelée pour un drame, mais j'allais déposer une main courante. Je voulais qu'il soit enregistré que ce n'était pas un abandon que j'avais accepté. Si elle déformait à nouveau l'histoire, j'aurais une preuve. L'opérateur était calme. J'ai donné mon nom, les détails, j'ai demandé un numéro de rapport. Pas de drame, juste la procédure. Quand j'ai raccroché, j'ai verrouillé toutes les portes, j'ai vérifié le babyphone que j'avais installé avec ma vieille tablette, et je me suis assise au comptoir de la cuisine. Puis j'ai ouvert un brouillon de mail vierge et j'ai tapé « acquis de droit ». Ils avaient essayé la pitié. Ils avaient essayé la honte. Maintenant, ils essayaient la pas. Assez. Le lendemain matin a commencé dans le calme. Trop calme. Le genre de calme qui ne ressemblait pas à la paix. C'était comme la grande inspiration avant un coup de poing. J'étais au comptoir de la cuisine avec un café refroidi quand Delphine a envoyé un texto. C'était une capture d'écran. Dis-moi que ce n'est pas vrai. En pièce jointe, un PDF, un document scanné intitulé « Accord d'investissement familial ». Ça ressemblait à un contrat daté de 2010, signé par mon père, affirmant qu'il avait investi 18 000 € dans mon entreprise en tant qu'extension d'une fiducie familiale, donnant droit à la famille à 35% de toutes les propriétés acquises avec les bénéfices du garage. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Il ne m'avait jamais donné un centime. Ni en 2010. Ni jamais. J'ai construit mon garage à la sueur de mon front, avec 2 cartes de crédit et un tas de dettes. Je n'ai même pas commencé à être rentable avant 2014. Et pourtant, c'était là, avec ce qui ressemblait à mon ancien nom d'entreprise et une signature qui pourrait passer pour la mienne si on plissait assez les yeux. Delphine a appelé 5 minutes plus tard. C'est un faux, a-t-elle dit. Pas de notaire, pas de témoin, un travail de copier-coller bâclé, mais c'est convaincant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Comme un juge. S'ils insistent assez, ça pourrait nous entraîner dans un délai, peut-être même une médiation. Ça brouille les pistes. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Alors on va clarifier les choses. J'ai sauvegardé le fichier, j'ai noté l'horodatage, j'ai commencé à tout documenter. En milieu de matinée, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec des notifications Facebook, des dizaines. Ma cousine Amandine avait partagé le litchi. Pouvez-vous croire ça? Abandonner sa propre sœur. Incroyable. Des dizaines de commentaires ont suivi. Elle a toujours pensé qu'elle était meilleure que nous. Je parie qu'elle a oublié d'où elle vient. Triste quand l'argent vous rend sans cœur. Certains m'ont défendu. D'autres ont dit qu'ils priaient pour ma famille. Un m'a même envoyé un message privé en disant qu'il espérait que je trouve la guérison, comme si c'était moi qui avais tout cassé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pris la voiture, pas sans but, pas pour me calmer, mais pour aller chez eux. La maison où j'ai grandi, maintenant plus une prison qu'un foyer. Je me suis garé à mi-chemin dans la rue, j'ai pris une grande inspiration et j'ai remonté l'allée comme si j'avais une mission, parce que c'était le cas. Maman a ouvert la porte, les yeux plissés,
mais elle s'est écartée. Papa se tenait dans le couloir, les bras croisés, comme s'il attendait de jouer les arbitres. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-il dit sèchement. Dommage. Maman a croisé les bras. Es-tu contente maintenant de faire un spectacle de tout ça? Vous avez falsifié un document, ai-je dit, en brandissant l'imprimé. Vous avez transformé la famille en levier. Nous avons fait ce que nous devions faire. Tu ne nous as pas laissé le choix. Vous avez toujours eu le choix. Vous avez juste préféré celui où je restais silencieuse. Papa s'est avancé. Nous t'avons aidé quand tu n'avais rien. Tu n'aurais même pas ce garage sans nous. Mensonge, ai-je lâché. Et maintenant vous utilisez les ragots de l'église et de faux contrats pour me ruiner. Pourquoi? Parce que je me suis acheté une maison. La voix de maman s'est brisée. Parce que Nadine en a plus besoin. Alors elle devrait se trouver un travail. Silence. Je me suis tourné vers la porte. Ça se termine aujourd'hui. Si vous ou Nadine vous approchez à nouveau de ma propriété, vous aurez des nouvelles de mon avocate. Plus de messages. Plus de jeux. Et si vous pensez une seule seconde que j'ai peur de vos menaces, essayez-moi. De retour au garage, j'ai pris une décision. J'ai posté des captures d'écran de chaque faux message. L'histoire du Litchi, le contrat, ma propre trace écrite. Voici la vérité. Puisqu'ils ne la diront pas, ça s'est propagé rapidement. En fin d'après-midi, le soutien a afflué. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont envoyé des messages disant « Nous te voyons maintenant. Nous ne savions pas. Nous sommes désolés. » Une partie de la haine s'est transformée en silence, une autre en excuse. Et puis, à la fermeture, mon téléphone a de nouveau sonné. Messagerie vocale. C'était elle. Tu penses que c'est fini? On ne fait que commencer. J'ai fixé l'écran, le rythme cardiaque régulier. Ils veulent la guerre, alors finissons dans les règles de l'art. Au 3e matin après la publication, j'étais debout avant le soleil. L'air extérieur avait encore une morsure, mais mon corps était en feu. Aujourd'hui, il ne s'agissait plus seulement de me défendre. Il s'agissait de finir ce qu'ils avaient commencé. J'ai préparé le café par réflexe, le goûtant à peine en ouvrant mon ordinateur portable et en cliquant sur le dossier intitulé Épreuve. Capture d'écran de texto de Nadine, menace datée, le Litchi avant qu'il ne soit retiré, messages vocaux, email, même la photo de la valise sur mon Porsche. Un par un, je les ai glissés dans une nouvelle publication. Voici la vérité qu'ils ne vous diront pas, je n'ai pas mis de légende pour le drame. J'en ai mis une pour la clarté. J'ai horodaté chaque image. J'ai inclus le numéro de référence de l'appel d'urgence lorsque j'ai déposé la main courante. J'ai même ajouté un lien vers la vidéo que Nadine m'avait envoyée en pleurant et j'ai écrit simplement « Regardez attentivement ». La publication était en ligne avant 7 heures du matin. Ça n'a pas pris longtemps. En moins de 2 heures, ma boîte de réception était une vague de points rouges. Les commentaires ont afflué. Amis, inconnus, des gens qui avaient initialement cru à l'histoire du Litchi s'excusant maintenant. Certains qui avaient fait un don demandaient où ils pouvaient le signaler. La collecte de fonds s'est effondrée à midi. Litchi a supprimé la page, citant un contenu trompeur. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un soulagement froid. Après le déjeuner, j'avais un rendez-vous juridique au palais de justice du centre-ville. Delphine m'a retrouvé à l'extérieur, tenant une enveloppe Kraft et un regard qui disait « Vous aviez raison ». À l'intérieur se trouvaient des réponses imprimées de l'avocat adverse. Toujours rien d'officiel. Pas de dépôt au tribunal, juste plus de menaces déguisées en négociation. Nous avons passé en revue la stratégie autour d'un café bon marché dans la bibliothèque de droit, examinant les délais et les éventuelles ordonnances d'éloignement. Alors que nous terminions, quelqu'un a appelé mon nom. Marion. Je me suis retourné pour voir un homme en blazer marine. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement. Éric Philippe, a-t-il proposé en tendant la main. Agent immobilier. J'ai fait visiter une maison à vos parents et à votre sœur il y a quelques mois dans le quartier ouest. Une maison de plein pied en briques. Ma bouche s'est asséchée. Vous voulez dire cette maison? Il a cligné des yeux. Oui, je crois. Elle a dit que vous étiez l'acheteuse qu'ils avaient tant vue, que la famille l'aidait à emménager bientôt. Je ne l'ai réalisé que plus tard quand j'ai vu votre nom sur l'acte de propriété. J'ai hoché lentement la tête.
Donc, ils avaient planifié ça bien avant même que je visite la maison moi-même. Ils l'avaient parcourue comme s'ils la possédaient déjà, comme si c'était une affaire conclue, une fatalité. Ils ne m'avaient jamais vu comme étant distincte de leurs besoins. Je n'étais pas une personne. J'étais une pièce du plan. Delphine a jeté un coup d'œil et a dit doucement, ça change tout. De retour à l'extérieur, le ciel était sans nuages et d'un bleu vif. Je suis resté assise sur les marches du palais de justice pendant un long moment, laissant le vent caresser ma peau. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'en avais fini. Fini d'essayer de gagner leur respect. Fini de jouer la bonne fille. Fini d'espérer qu'ils me verraient un jour en dehors de la boîte dans laquelle ils m'avaient enfermé. En fin d'après-midi, j'étais à la maison. Je suis entré dans mon allée juste au moment où le ciel devenait doré sur les bords. Il y avait une sorte de quiétude qui ne semblait plus vide. Elle semblait méritée. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Messagerie vocale. C'était papa. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous nous attendons toujours à ce que tu viennes dîner dimanche. Je n'ai pas répondu à son appel. Je suis juste entré. Ma maison, mes règles. Une semaine a passé. Le chaos s'est calmé, non pas avec un fracas, mais avec un écho. Je ne vérifiais plus mon téléphone toutes les 5 minutes. Je n'actualisais plus Facebook pour voir si quelqu'un d'autre avait posté quelque chose de nouveau, de cruel. J'ai tout laissé ralentir, enfin. L'air autour de moi était calme, comme si Tours avait pris une profonde inspiration collective et l'avait retenue. Les gens ne débattaient plus de ma santé mentale dans les fils de commentaires maintenant. Ils partageaient leurs propres histoires. Des frères et sœurs qui avaient volé des héritages, des parents qui avaient des favoris, des femmes comme moi, d'âge moyen et épuisées, essayant de fixer des limites qui ne semblaient jamais tenir. J'ai reçu un message d'une femme de Normandie. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai lu votre histoire. J'ai quitté ma famille il y a 3 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. Vous n'êtes pas seul. Un autre est venu d'un jeune homme qui a dit, j'aimerais que ma mère se soit protégée comme vous le faites. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la force. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'ai juste lu, je suis resté avec eux, j'ai laissé la gentillesse s'installer comme le soleil qui réchauffe à travers une fenêtre. En milieu de semaine, Delphine a appelé. L'avocate de Nadine vient de déposer une motion pour abandonner la plainte, a-t-elle dit. C'est fini, Marion. Plus de dossier. Plus de menaces. J'étais assise au comptoir de ma cuisine avec une tasse de tisane à la menthe quand elle l'a dit. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit d'accord. C'était le genre de d'accord qui n'était pas destiné à réconforter. C'était une conclusion, propre, simple. Plus tard dans la journée, Vincent est passé à mon bureau au garage. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Tu as entendu parler de Nadine ? J'ai secoué la tête. Elle a postulé pour le nouveau poste chez Ormand. Elle ne l'a pas eu. Le bruit court en ville que son nom n'inspire plus la même sympathie qu'avant. Je n'avais pas à laisser les gens croire ce qu'ils avaient besoin de croire. Une autre mécanicienne, Alice, a mentionné que quelqu'un de l'ancienne paroisse avait demandé de mes nouvelles. Curieux, silencieux, hésitant. J'imaginais leur repas partagé et leurs prières chuchotées, leur tentative de recadrer le désordre en quelque chose de gérable. Nous espérons que son cœur s'adoucira, dirait-il probablement. Le mien ne s'était pas durci. Il s'était clarifié. Ce soir-là, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai commencé à repeindre la plus petite chambre de la maison, celle qui avait été un débarras poussiéreux pour les cartons que je n'avais pas encore déballés. J'ai choisi un gris bleu pâle, quelque chose de calme, de nouveau. À chaque coup de pinceau, j'ai senti quelque chose se détacher, une couche de vieilles attentes, un film de culpabilité, l'idée que je devais mériter la paix en plaisant à tout le monde. Au moment où j'ai rincé les pinceaux et rangé la bâche, le soleil était bas, jetant des rubans dorés sur le sol du couloir. Le silence dans la maison n'était plus oppressant. Il était libérateur. J'ai pris une douche, j'ai enfilé un t-shirt doux et des leggings. Pas de plan, pas de bruit, juste un livre qui attendait sur la table et un verre de pinot frais au réfrigérateur. Au moment où j'ai attrapé le verre, mon téléphone a vibré une fois. Messagerie vocale. Je savais avant même de vérifier que c'était elle. Maman. Sa voix était plate cette fois. Mesurée.
Répétez. Salut, ma chérie. On fait toujours le dîner dimanche, juste la famille. Pas de drame. On aimerait vraiment te voir. Elle a fait une pause, puis a ajouté, tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. J'ai laissé le message vocal se jouer en entier, puis j'ai appuyé sur supprimer. Plus de messages, plus d'hameçons doux destinés à me ramener avec la nostalgie et l'obligation. J'ai posé le téléphone face contre table sur le comptoir et je suis sorti sur le porche. Le vent était léger. L'air du soir sentait le chèvrefeuille et l'herbe coupée. Quelque part dans le quartier, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. Je me suis assise sur la balancelle, les jambes repliées sous moi, et j'ai regardé la rue. Personne de garé de l'autre côté de la route, pas d'ombres étranges sur le flux de la caméra de sécurité, pas de valises laissées sur mon porche. Juste la quiétude. Ma quiétude. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je n'avais même pas besoin de justice. Pas vraiment. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace, et je me le suis donné. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai cru que fixer des limites faisait de moi une mauvaise fille. Mais voici ce que j'ai appris. Protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est de la survie. Il n'y a rien de noble à se laisser consumer par la culpabilité ou manipuler par les gens qui prétendent vous aimer. L'amour ne vient pas avec des contrats. Il ne déforme pas votre histoire ni n'utilise votre silence comme une arme. Et si ce voyage m'a appris quelque chose, c'est que la guérison signifie parfois s'éloigner, même de ceux qui vous ont élevé.